Si nous avons un Glasgow inférieur à 8 et ou en absence de protection des voies aériennes supérieures et ou en présence des signes d'âge tic ou d'insuffisance respiratoire aiguë. Yes, India? C, circulation. Nous allons poser deux voies veineuses périphériques de bon calibre ou encore nous pouvons poser une voie centrale. Nous allons également poser une sonde gastrique et une sonde urinaire. Nous allons également faire le dépistage et le traitement de l'état de choc avec si état de choc, expansion volémique de 20 ml par kilo de NaCl isotonique sur 20 minutes renouvelable, voire ajouter des inotropes. Nous allons également faire rechercher et traiter de façon immédiate une hypoglycémie à raison de 3 à 5 ml par kilo de sérum glucosé 10% et faire des contrôles. En cas de convulsion, nous allons donner des anticonvulsivants tels que le phénobarbital, le diazépam, le clonazépam, le midazolam. Et si état de mal épileptique, nous allons donner la phénitoïne ou le phénobarbital. Si présence de l'hypertension intracrânienne, nous allons mettre le patient en position proclive, ventilation invasive, et on va donner des drogues hyperosmolaires telles que le mannitol à 10% ou le NaCl à 3%. Traitement antipyrétique avec du paracétamol injectable à raison de 60 mg par kilo en 24 heures, réparti en 4 prises. Et si hypothermie profonde, on doit réchauffer le malade. Et en même temps, nous devons monitorer les paramètres vitaux. Cette dia résume un peu de façon succincte la prise en charge devant un coma chez l'enfant. Donc, avec la prise en charge ventilatoire, prise en charge hémodynamique et neurologique. Yassine, dia suivant. Le diagnostic de gravité. Nous avons la profondeur du coma. On décrit 4 stades de coma. Le stade 1, qui est un coma vigile, nous avons des réponses possibles, donc avec des phrases compréhensibles, aux stimulations répétées, verbales et sensorielles, des mouvements de défense adaptés contre la douleur. Le stade 2, c'est le stade de coma léger. Nous avons une réponse adaptée aux stimulations nociceptives, pas de troubles neurovégétatifs. Le stade 3, qui est le stade de le coma carus, c'est un coma profond avec des mouvements de décérébration aux stimulations nociceptives ou absence de réponse avec des troubles neurovégétatifs. Le stade 4, qui est le coma dépassé, où il n'y a pas de réponse aux stimulations, nous avons une hypotonie, une mydriase bilatérale, une abolition des fonctions végétatives. Cette dia résume également la profondeur du coma. Nous avons le Glasgow pédiatrique et le Blantyre. Lorsque nous évaluons et que nous avons un Glasgow pédiatrique à 14 ou à 15 sur 15, on est normal ou qui correspond à un Blantyre à 5 sur 5. Lorsqu'on est à de 9 à 13, comme au Glasgow pédiatrique ou 4 au Blantyre, c'est le coma stade 1 ou l'obnubilation. Et lorsqu'on est à 6 à 8, Glasgow pédiatrique et 2 à 3 Blantyre, c'est le coma stade 2. Lorsqu'on est à 4 à 5, de 4 à 5, ou encore 1 au Blantyre, on est au coma stade 3. Ou encore, si nous avons un Glasgow de 3, et au Glasgow pédiatrique ou soit 0 Blantyre, c'est le coma stade 4. Et signalons que les différents stades de coma peuvent également être évalués par l'EEG. Retentissement. Comme retentissement, ici, nous pouvons avoir sur le plan neurologique une hypertension intracrânienne, des signes d'engagement, une paralysie, voire des convulsions. Sur le plan respiratoire, on peut avoir une détresse respiratoire avec une hypoventilation. Nous pouvons également avoir un encombrement bronchique. Sur le plan hémodynamique, nous pouvons avoir un choc ou une hypertension artérielle maligne. Sur le plan métabolique, on peut avoir l'hypoglycémie, hypocalcémie, une hypothermie, etc. Diagnostic étiologique. Commençons par l'enquête étiologique. L'anamnèse, qui est très importante, qui va nous faire révéler l'histoire de la maladie.
Donc, le contexte de survenue du coma, le mode d'installation, le trouble du langage ou déficit moteur ou somatique qui a précédé la perte de conscience, les antécédents personnels et familiaux, tels que la souffrance périnatale, les crises épileptiques, les antécédents neurochirurgicaux, les hépatopathies, les troubles endocriniens, les traitements en cours, maladies chroniques pouvant se décompenser ou encore notion de consanguinité. Nous allons également évaluer le développement psychomoteur, la croissance pondérale et l'évolution du périmètre crânien. Également, nous allons prendre en compte le carnet de vaccination. Après l'anamnèse, nous allons passer à l'évaluation clinique qui doit être complète et orientée vers les perturbations des paramètres vitaux, qui peut également nécessiter lorsque nous avons des perturbations des paramètres vitaux, nous devons directement, immédiatement placer des mesures correctrices. Alors, à l'examen clinique, nous allons passer en revue tête et cou. Nous allons chercher l'haleine, l'ictère, la palpation et l'auscultation de la fontanelle, la nuque si elle est raide ou molle, donc en fonction de l'âge. L'examen cardio-pulmonaire, on va rechercher s'il y a notion de trouble du rythme, assourdissement des bruits du cœur, l'existence ou non d'un souffle, les anomalies à l'auscultation pulmonaire. À l'abdomen, la recherche de l'acide, de l'hépato- ou splénomégalie, de la circulation collatérale ou encore un contact lombaire. L'examen cutané à la recherche d'un purpura, ecchymose, lésions traumatiques, piqûres ou encore ictère. L'examen ORL à la recherche de l'autorrhée purulente, autorragie, hypertrophie des amygdales. L'examen neurologique détaillé avec orientation topographique. Nous allons passer en revue les signes méningés, les signes oculaires, les signes respiratoires ainsi que les signes de localisation. Comme signe méningé, nous allons rechercher une raideur de la nuque et un signe de Kerning. Et si présent, nous allons préciser s'il y a notion de fièvre. Et s'il y a la fièvre, on va penser à une méningite. À ce moment-là, on est autorisé à faire une PN. Et si il n'y a pas de notion de fièvre et que c'est une installation brutale, nous pouvons penser à une hémorragie méningée. Et à ce moment-là, nous pouvons faire une TDM cérébrale. Les signes oculaires, nous allons examiner les mouvements oculaires, l'oculomotricité réflexe, la motricité oculaire intrinsèque avec les pupilles, le réflexe cornéen ainsi que le fond d'œil. Les signes respiratoires, nous avons une respiration réflexe. À ce moment-là, nous verrons soit une hyperventilation réflexe à une hypoxie secondaire, peut-être à une BPCO ou à une acidose métabolique avec une dyspnée de Kussmaul. Ou encore, en cas de respiration réflexe, on peut avoir une hypoventilation par intoxication, surtout aux opiacés, benzodiazépines et barbituriques. Les anomalies respiratoires de valeur localisatrice. On peut avoir une dyspnée de Chern-Stokes qui signe une lésion diencéphalique ou pédonculaire supérieure ou encore une hyperventilation neurogène centrale. Donc, c'est une hyperventilation alvéolaire qui signe une lésion pédonculaire inférieure mais protubérantielle supérieure. Une respiration apneustique qui signe une lésion protubérantielle inférieure et une respiration ataxique, c'est une respiration anarchique irrégulière qui signe une lésion du bulbe. Et devant cette respiration ataxique, le risque, c'est un arrêt sur expiration. Les signes de localisation neurologique, on peut avoir un déficit moteur avec une asymétrie faciale à la manœuvre de Pierre, Marie et Foy, une diminution de la motricité spontanée d'un hémicorps, une hypotonie unilatérale et chute brutale du membre d'un côté, une asymétrie des réflexes ostéotendineux, les signes de Babinski unilatéral. On peut également avoir une hypertonie et
des réponses inadaptées aux stimulations douloureuses.